La métropole de la région Rhône-Alpes-Lyon tiendra jusqu'au 31 mars sa 51e foire internationale. Elle a reçu ce matin M. Couve de Murville. Le Premier ministre a longuement visité les stands de cette manifestation qui compte 3000 exposants, les participants de 26 pays, la représentation officielle de 13 nations sur 100 000 mètres carrés. Ici, le Premier ministre s'est arrêté pour déguster un verre d'alcool d'outre-Rhin. La 51e foire comprend notamment des présentations de la mécanique, et la machine à bois occupe cette année une place importante avec les dernières réalisations françaises et étrangères. Il y a également une place réservée à la climatisation et à l'habitat du loisir. Ce fut ensuite un passage du Premier ministre au stand du Canada avec ses provinces avant qu'il ne soit reçu à l'exposition présentée par la Chambre de commerce soviétique. M. Couve de Murville pouvait y examiner l'UNA 9. De là, une visite au stand de la République de la Côte d'Ivoire, qui attire de nombreux curieux. Lyon est, on le sait, jumelé avec Abidjan. Une foule nombreuse se pressait déjà ce matin. On a compté l'an dernier 700 000 visiteurs. Puis le Premier ministre recevait des mains de M. Perrier, président de la Foire internationale, un livre brossant l'historique de la foire et de la capitale de la soie au carrefour de l'Europe. M. Couve de Murville accordait des audiences aux personnalités locales et régionales. On a reconnu ici M. Pradel, maire de Lyon, et M. Antoine Pinet, ancien président du Conseil, président de la Commission de développement économique régional, s'est entretenu avec le Premier ministre des problèmes de la région. Jour à Lyon pour poser la première pierre du Centre international de recherche sur le cancer, édifice de 12 étages qui sera achevé en 1971 et qui sera le siège de l'organisation scientifique internationale destinée à faire reculer le cancer partout dans le monde. Mais auparavant, à l'issue d'un banquet, M. Couve de Murville, rappelant que le général de Gaulle avait lancé ici même il y a un an l'idée de la création des régions, devait développer ce problème d'actualité. Les textes que le gouvernement a mis au point ne procèdent pas de vues idéologiques. Ils ont d'abord un objectif concret et, je dirais, pratique. Il s'agit de mettre fin au centralisme qui, comme aujourd'hui, il arrive à l'excès, paralyse les initiatives, dilue les responsabilités et freine le développement. Les chefs d'entreprise, les responsables économiques et professionnels savent mieux que quiconque les conséquences qu'entraîne, quand elle est excessive, l'intervention de l'État dans tous les domaines d'activité du fait de la complication et de la lenteur inévitable des procédures administratives. Cela est vrai notamment en ce qui concerne les équipements collectifs, dont dépend de plus en plus largement le développement. Pour construire un hôpital, pour réaliser une zone industrielle, pour améliorer une route, il faut presque toujours, après un cheminement complexe, que le dossier soit approuvé à Paris pour en redescendre lentement. C'est à cela que nous voulons mettre fin pour éviter l'asphyxie et pour que partout puisse éclater le dynamisme, s'affirmer les responsabilités et jouer librement les initiatives. À l'avenir, pour tous les équipements collectifs essentiels, les décisions seront prises à l'échelon de la région par des responsables qui connaissent de façon concrète ses problèmes et ses besoins. C'est sous cette forme pratique que nous concevons la participation. Nous souhaitons que des hommes d'expérience et de poids, qui connaissent bien les vrais problèmes, puissent définir les priorités,
apprécier l'urgence des besoins, décider des investissements à réaliser. Voilà, messieurs, dans les grandes lignes, ce que sera cette réforme régionale. Il s'agit d'une affaire capitale pour le succès de laquelle tous les éléments sont maintenant réunis.